Merci de nous rejoindre sur Mobility TV pour parler fusion-acquisition. C'est un signe des temps et sans doute l'une des clés de développement pour de nombreux concessionnaires. L'année 2018 aura été marquée entre autres par le rachat du groupe Metin par le groupe Gueudet. La tendance va-t-elle se renforcer? Le commerce automobile va-t-il bientôt se résumer à quelques grands groupes? Pourquoi parler de fusion-acquisition? Eh bien, on va poser la question à nos invités. Maître Bénédicte Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste des fusions-acquisitions au cabinet Carler. Et c'est vous qui avez mené cette fameuse session Metin-Gueudet. Oui. Christophe Morel, bonjour. Bonjour. Président de la branche concessionnaire du CNPA. Charles Bédier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable conseil fusion-acquisition chez Deloitte pour la France. Et Pierre Mercier, Mobility TV, qu'on ne présente plus. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors, on va commencer avec vous peut-être, Maître Vidal. Quand on regarde le tout dernier top 100 des distributeurs publié par l'Argus, 1 PGA, 2 Buy My Car, 3 Bernard, 4 Gueudet. Est-ce que l'on peut dire qu'on a affaire à des géants? Alors déjà, les 4 groupes que vous avez cités n'ont pas la même taille. Oui. Il y en a un qui est quand même un peu devant. Très gros, voilà. Le premier. Oui. Et les autres par contre se suivent effectivement. Des géants, je ne crois pas encore. Je pense que le mouvement va continuer à aller vers une plus grande concentration. C'est-à-dire 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un groupe, le numéro 1, là, fait. 5 milliards, ça devient un très grand, un grand groupe. Il est à l'échelle européenne, oui. Voilà. Mais ceux qui sont derrière... Les autres, pas tout à fait. Oui, parce qu'ils font 1 milliard, hein, c'est ça. Les autres, pas tout à fait. Vous avez à l'étranger, Europe du Nord, États-Unis, des groupes quand même plus importants en termes de taille. Charles Bélier. Enfin, ce qu'on constate effectivement, c'est que le premier opérateur a 10% du marché, mais le deuxième, il a moins de 3%. Et ensuite, on a 200 opérateurs derrière qui se partagent le marché, donc avec certains qui ont moins de 1% en fait de part de marché. Donc, en matière de caractéristiques, on est sur un marché qui a vraiment beaucoup de chances de continuer à se consolider parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas la masse critique aujourd'hui. Donc, il y aura de moins en moins d'acteurs, alors. Il y aura sans doute de moins en moins d'acteurs et de plus en plus d'opérations de M&A. Ouais. Depuis quand, d'ailleurs, on parle de fusion-acquisition dans l'automobile toujours? Ça s'est renforcé en fait sur les dernières années. Là, depuis 2016, on a eu à peu près une centaine d'opérations. Ah oui. Donc ça s'est accéléré. De petites entreprises. Alors il y a quelques gros deals, comme Maître vient de travailler sur une d'entre elles, mais il y a aussi pas mal d'opérations de taille plus petite, où certains acteurs qui sont au milieu en fait de la liste, au milieu de taille, acquièrent des opérateurs qui sont de taille un peu plus petite pour renforcer leur part de marché ou les marques qu'elles servent. Bien sûr. Christophe Morel, le CNPA applaudit, on peut dire ça? Écoutez, le CNPA regroupe l'ensemble de la profession, quelle que soit la taille. On va faire que l'apanage des c'est quand même mieux que les gros deviennent plus gros. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mouvements d'entreprise. C'est que les concessionnaires aujourd'hui peuvent céder leur entreprise. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas il y a quelques années. Donc, on peut vendre son entreprise clairement. Après, le mode de rachat, je dirais, suivant les tailles des entreprises, effectivement, il y a des solutions. On en a vu l'année dernière, ou il y a 2 ans, apparaître. On a des opérateurs qui font appel à la bourse, finalement, qui sont rentrés sur le marché boursier, des associations, et puis d'autres montages que je ne connais pas là à l'instant, mais on a vu finalement apparaître pas mal d'opérations et des façons de faire différentes. Je vais passer la parole à Pierre Mercier, mais on peut imaginer qu'un groupe comme PGA ferait donc aille en bourse un jour? Pourquoi pas? Après, c'est une question de ce qu'on appelle investment case, donc de la façon dont le marché va acheter, va comprendre le développement, va comprendre la profitabilité future. Mais en matière de taille, PGA a tout à fait la taille pour pouvoir s'introduire en bourse. Pierre Mercier, quel regard vous portez sur tout ça? Un regard attentif, bien sûr, affectueux, dirais-je, parce que je considère que les concessionnaires font un travail d'enfer dans des conditions complètement délirantes. Le système, pour moi, est frappé d'anachronisme depuis un bon quart de siècle, mais on continue à pousser la ferraille, on continue à faire semblant, à croire que... jusqu'à quand? La question que je pose, c'est cela. Jusqu'à quand? Or, aujourd'hui, il y a quand même des éléments dans le paysage qui tendent à montrer que les choses évoluent.
notamment sur le VO qui est un terrain de liberté, un terrain où les concessionnaires peuvent s'exprimer. Personne leur fait obstacle, leur fait barrage. Au contraire, je veux dire, les constructeurs sont ravis quand les performances sont là et les poussent, j'allais dire, aux fesses ou dans les reins, très fort, considérant qu'on doit vendre au moins un véhicule d'occasion pour un véhicule neuf. Voilà, ça c'est vrai, mais il n'y a pas que cela. Et les évolutions en cours, et je voudrais qu'on en parle un tout petit peu, pour moi, sont porteuses d'espoir, et en tout cas de changements que je considère comme radical. Alors, espoir pourquoi? Allez-y. L'espoir, c'est que ça bouge. L'espoir, c'est que les constructeurs ne sont plus les maîtres du château, comme ils pouvaient l'être. Un maître du château, ça conduit à la révolution, ça conduit à 89, c'était à une explosion, à une révolution, donc à quelque chose de très fâcheux. Là, les constructeurs ont compris qu'ils n'étaient plus en situation de domination terrifiante. Je rappelle quand même qu'il y a tout juste un quart de siècle, à peine, General Motors et Ford étaient les deux grosses capitalisations dans le paysage. C'était numéro 1 et numéro 2 mondial, écrasaient tout. Aujourd'hui, Toyota, qui pourtant n'a pas démérité, parce que Toyota, c'est quand même, je dirais, en termes de technologie avancée, ce qui se fait de mieux, en termes de marketing aussi, enfin, il coche pratiquement toutes les cases de la qualité, eh bien, Toyota se retrouve entre la 37e ou la 38e position, complètement nettoyée. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les vrais patrons aujourd'hui, ils s'appellent GAFAM. Voilà. C'est une vérité d'évidence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire ou on réagit? Et la question, elle est là. Les constructeurs, ils voient de manière assez bienveillante ces concentrations. Alors, je voudrais en tout cas préciser un point, c'est que les contrats de concessionnaires encore sont des contrats intuitu personnés. Donc c'est pas des contrats qu'on fait avec n'importe qui, n'importe comment, sans que ce soit péjoratif. Mais en tout cas, c'est intuitu personnel. Ce qui est donc le constructeur décide qui reprend, qui achète et finalement qui représentera la marque. Donc ça, et le contrat de concessionnaire, c'est un contrat qui n'a pas été inventé par des concessionnaires, mais ça a été inventé par des constructeurs qui voulaient une distribution adaptée à leur mode de fabrication des voitures. Ouais. Ça leur permet quand même d'asseoir la facturation des voitures qui sortent d'usine pour l'année à venir. Donc c'est quand même, on est le modèle économique, les concessionnaires sont le modèle économique des constructeurs. En tout cas, c'est notre perception au CNPA. Faut-il que la relation entre la marque et le constructeur qu'il y ait des points d'équilibre? On a vu ces dernières années, en tout cas avec la réglementation de 2013, notamment qui redonnait la main aux constructeurs et notamment sur les contrats. Je rappelle que le préavis, les résiliations avec un préavis de 2 ans, on y est dedans. Alors vous me direz, quand vous faites 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ou 2 milliards, ou 1 milliard, vous êtes moins exposé que quand vous faites 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est là. La raison aussi d'être du poids, c'est qu'effectivement, on est plus fort quand on est plus gros, en tout cas on est moins facilement déstabilisable. Maître Vidal, vous avez mené, je le rappelais tout à l'heure, la session Métain-Godet. Est-ce que les constructeurs, ils s'en sont mêlés ou pas? Je relativise un petit peu le propos qui vient d'être tenu, parce que c'est tout à fait exact, les contrats sont des contrats intuitu personnels, il n'y a pas de doute. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qui compte pour un constructeur, c'est d'avoir un partenaire solide. À partir du moment où le partenaire il occupe une part de marché régionale ou nationale, d'ailleurs ils tendent aujourd'hui à vouloir même construire un partenariat avec des gens qui poussent vers même une dimension nationale. C'est plutôt régional aujourd'hui, mais les choses évoluent. Mais quand ils ont un partenaire qui devient incontournable, à plus de 500 millions d'euros d'activité, bon, le contrat intuitu personnel, certes il existe, mais est-ce qu'on peut vraiment l'activer? C'est une question qui est... Le fait d'être solide et stable, c'est déjà de l'intuitu personnel. Ouais, voilà. je pense que... Alors, je renverrai la question, cher maître. Dans le dossier que vous avez à connaître, le dossier Métain, sans trahir de secret particulier, combien de dossiers avez-vous eu en main de repreneurs potentiels? C'est dans la presse, donc je peux le dire, nous avons contacté environ 50 repreneurs, et nous avons mené une opération évidemment qui se termine en sifflet avec quelques repreneurs potentiels, et à la fin on en a 3, à la fin on en a 2, et à la fin on n'en a plus qu'un. D'accord. Mais combien y avait-il réellement de repreneurs potentiels en état de reprendre sur les 50? Je dirais 3.
Voilà. Mais ce que vous avez tout dit. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que je ne citerai pas le nom, mais ça vous donnera une idée du propos qu'on tenait avant. C'est que parmi ces repreneurs un peu en fin de course, on en a eu un qui faisait pas forcément, qui avait pas forcément les faveurs du constructeur, enfin d'un des constructeurs. Ouais. Bah, il s'est imposé. Alors c'est pas celui qui a eu l'affaire in fine, hein. Bon, c'est pas lui. Mais il s'est imposé, c'est-à-dire que le constructeur, il s'est dit bon, c'est un acteur majeur, on peut pas en fait écarter un acteur majeur, c'est difficile, c'est compliqué. Et j'allais dire du point de vue de l'acheteur aussi, il faut qu'il s'assure que le constructeur a envie de continuer à travailler avec lui, parce que s'il le fait pas, il va acheter un truc qui fait ne vaut rien. Donc dans ces opérations de M&A, on constate quand même que l'acheteur réfléchit à ça, souvent à ça en amont, utilise ses propres relations pour discuter avec les différents constructeurs, voilà, pour s'assurer que ça se passera bien. Donc, pour reprendre votre point, les constructeurs ont directement ou indirectement leur mot à dire en fait dans les rapprochements qui ont lieu. Et comme vous le disiez, c'est leur intérêt que se solidifie leur distributeur, parce que c'est grâce à eux qu'ils vendent la moitié des voitures neuves qu'ils fabriquent. Le multimarquisme s'est beaucoup développé de 2002 à 2013, sous l'ancienne réglementation. Ça a même explosé. 2013, les constructeurs ont épousé parfaitement le règlement pour lesquels ils étaient favorables, ils avaient fait le lobbying pour remettre, je disais, la main sur les contrats et reprendre l'intuitu personnel en main. Parce que de 2002 à 2013, il s'est vendu des affaires sans l'accord des constructeurs. L'intuitu personnel n'existait plus à ce moment-là. Oui. Vous pouviez reprendre des affaires, il s'agit vous entendre avec le vendeur et vous traitiez, presque vous informiez le constructeur après. Donc je pense que c'est une période où les constructeurs ont mal vécu, et depuis, effectivement, il y a eu resserrement du jeu. Ouais. Maître Vidal, parmi tous vos repreneurs dans cette session Métain-Godet, il n'y avait pas d'Européens du tout? Il n'y a que des Français. Nous avons contacté des acteurs européens. Oui, c'est ça, c'est encore plus intéressant, oui. Mais nous n'avons pas... Électroencéphalogramme plat. Plutôt. Vous le corrélez à l'affaire Pourquoi Alcopa qui vend ses 40% dans Bernard. Bah déjà, il y a quasiment pas d'acteurs européens dans le jeu français. Il y en a un, mais il y a des acteurs français qui ont un peu débordé sur les borders, comme on dit, sur les frontières. Bon, voilà. Mais c'est tout. On n'a pas de vrai acteur américain ou anglais qui s'est implanté en France. Pourquoi? Alors, le marché ne les intéresse pas? Est-ce que peut-être je dirais que c'est parce qu'il n'y a pas de synergie. C'est-à-dire que les marchés, en fait, sont très spécifiques d'un pays à l'autre. Et donc, autant il y a une synergie de complémentarité de marque ou de complémentarité géographique nationalement, mais il n'y a pas de synergie transnationale. Ils ne s'intéressent pas non plus à la Belgique ou à la Suisse. Alors, comme vous le disiez, peut-être de façon très limitrophe, il peut y avoir des intérêts, mais qui sont, à mon avis, en nombre assez réduit, mais on ne va pas plus loin. Ouais. Et on a déjà suffisamment à faire aussi en France pour pouvoir acquérir cette taille qui permet de faire face aux constructeurs. Donc, mais l'effet de morcellement est quand même remarquable, mais il n'est pas singulier à la France, à la seule France. L'Allemagne est encore plus éparpillée. Ils ont du boulot en Allemagne aussi. Et c'est une vraie question. Moi, je pose le système, alors en dehors de l'Angleterre, le système européen, globalement, au système américain. En Amérique, les car dealers sont vraiment des distributeurs. Et ils sont de vrais partenaires, jusqu'à preuve du contraire, ils ne taillent pas des croupières aux constructeurs. Mais il n'y a pas de filiale de succursale. Quand il y a eu des tentatives, ça a été complètement mangé. Ouais. Les car dealers ont réagi très fortement. Il y a une force, une puissance extraordinaire et qui ne s'exprime pas contre le constructeur, que je sache. Est-ce que, Maître Vidal, comment est-ce qu'on peut imaginer l'avenir, je dirais? C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus gros, il y aura de plus en plus de groupes de 5 milliards, 6 milliards, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça, on va l'envisager en France? Oui, alors déjà, les groupes dont on parle qui sont dans le top 100, et surtout ceux qui sont même dans le top 10, 20, etc., qui sont plutôt en haut, et continuent à faire 2, 3, 4, 5 acquisitions par an, de manière par capillarité géographique. Donc ça, tous, ils le font, hein, parce que c'est évidemment la manière la plus facile de grossir. Mais vraisemblablement, pour des groupes qui font 200, 300 millions, je sais pas, même 500 millions, il va y avoir la nécessité de se regrouper. Et la principale difficulté, c'est l'aspect capitalistique dans ce métier.
puisque effectivement financer des acquisitions c'est quelque chose qui est assez compliqué, sauf à considérer. Parenthèse, est-ce que les banques font la grimace ou est-ce qu'elles sont assez partantes? En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui se vendent veulent se vendre en cash. Ne veulent pas se vendre en actions. Donc on n'est pas dans des logiques de regroupement où on va partager le pouvoir en se mettant plus gros, mais on est dans des logiques de cession. Et pour financer ces acquisitions, d'abord les sociétés acquéreuses sont profitables, mais pas énormément, puisque le secteur n'est pas très profitable. Donc pour trouver des financements bancaires, pour revenir sur votre question, c'est en fait très difficile. D'autant qu'il y a des BFR, des besoins de fonds de roulement qui sont très importants à financer. Il y a souvent de l'immobilier qui est autour, à partir duquel d'ailleurs les propriétaires en fait. Vous parlez des SCI là. Voilà, les SCI qui sont quand même la façon aussi de créer du patrimoine. Ça a été le ballon d'oxygène de dire sans SCI, les concessionnaires n'avaient aucun intérêt à et ça l'est toujours, quand il y a la profitabilité. Voilà, propriétaires, on peut dire ça comme ça. La plupart, oui, la plupart. Et est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur en 2018? C'est-à-dire que le problème, c'est une perversion. Vous pouvez pas, ça peut devenir une perversion, et vous ne pouvez pas comparer en plus la situation région parisienne et le reste de la France. C'est parce que c'est des situations très différentes. Le plan patrimonial, si j'étais une famille, c'est pas une perversion, parce que quelque part on s'enrichit, et donc c'est une bonne chose. On est quand même là pour faire du business. Par rapport à l'écosystème, par rapport aux constructeurs. De financer les deux. Les constructeurs, on laissait faire. Ça peut devenir une perversion si le financement de l'immobilier se fait au détriment de l'exploitation, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des valeurs locatives qui ne sont pas de marché. Bon, ça peut arriver. Voilà. Mais pour rebondir sur ce que disait M. Bédier, ce qui est très juste, moi je pense qu'effectivement, une des possibilités, toujours pour contourner ce sujet capitalistique avec des fonds propres qui ne sont pas toujours au rendez-vous, je pense que les opérations de fusion pourraient se développer dans ce secteur. Les opérations de fusion pourraient se développer. Il y a déjà des acteurs, certains acteurs y pensent. Je sais que certains acteurs y pensent. Au problème près de la gouvernance. Vous avez le même problème, par exemple, dans l'aéronautique. Vous avez beaucoup de sous-traitants aéronautiques qui ont par des gros donneurs d'ordre, qui aimeraient bien se rapprocher pour pouvoir être plus gros face à leurs donneurs d'ordre et qui n'y arrivent pas parce que les familles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et c'est pour ça que souvent les familles, c'est souvent des cas de succession aussi. Donc elles préfèrent récupérer le cash plutôt que d'avoir à gérer. Alors moi j'ai un contre-exemple magnifique, et ça a toujours été mon interrogation depuis des lustres. Pourquoi la distribution automobile, s'il existe, là on peut se poser la question, mais pourquoi la distribution automobile ne connaît pas ce que d'autres secteurs connaissent? Je pense à l'alimentaire par exemple, avec des enseignes prestigieuses comme Leclerc, Intermarché, Système U. Je veux parler du commerce indépendant associé. D'accord ? Où on a des entreprises familiales qui se regroupent et qui constituent, à partir des centrales d'achat, des forces de frappe significatives. Alors on va me dire, oui, mais les contrats, ceci, cela, etc. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais que c'est la typologie des fournisseurs. Dans la grande distribution, les fournisseurs, c'est pléthore. Dans l'automobile, les fournisseurs, c'est le losange, c'est le lion, et etc. Ouais. Donc, et après, il y a les internationalisations. Donc, il y en a beaucoup moins. Donc, le rapport de force est beaucoup plus en faveur des constructeurs aujourd'hui qu'en faveur des distributeurs. Puis je dirais un point, c'est que ceux qui organisent la distribution, c'est les industriels. Alors que dans l'alimentaire, c'est l'inverse. Oui, mais c'est une aberration. Oui, mais c'est comme ça que ça s'est passé, c'est l'histoire. Où l'industrie prime sur la distribution. À l'époque, les industriels ont décidé de confier leurs produits en sélectionnant des opérateurs. C'est comme ça que ça s'est fait. Et dans la grande distribution, c'est M. Leclerc qui nous l'expliquait, c'est un distributeur qui a décidé de se regrouper avec d'autres pour acheter à des fournisseurs, pour acheter moins cher. Donc, c'est deux parcours différents, sauf qu'on a les mêmes problématiques au bout. Enfin, en tout cas, des problématiques de commerçants. Mais ce qui se passe aujourd'hui, l'effet de concentration, vraisemblablement, va changer le rapport. En tout cas, je cite en tout cas un domaine de liberté absolue qui est le véhicule d'occasion, le VO. Oui. Hein ? Et il n'y a pas que cela. Il y a les pièces et accessoires. Vous avez toute liberté aussi pour vous fournir en pièces et accessoires. Absolument. Bon, qu'est-ce que vous attendez pour créer des centrales ? Mais il y a déjà des opérateurs qui se sont organisés pour être des très gros marchands véhicules d'occasion, qui sont issus de nos rangs, des concessionnaires. Je ne vais pas les citer, mais il y a aussi des négociants VO de taille nationale qui récemment se sont fait reprendre par un constructeur automobile. Un site en personne. Mais, oui, non, on parle d'Aramis Auto. Non, mais c'est bien de parler d'Aramis Auto. Moi, je peux exprimer le nom. Mais Aramis Auto cache beaucoup de choses aussi. Parce que derrière, il y a des entités, je pense à Auto 1, par exemple, à Auto 1 en Allemagne, Auto 1 dans d'autres pays, qui, en quelques petites années,
et dans des conditions financières que vous pourrez apprécier mieux que moi, ont acquis des positions considérables. Je veux dire, aujourd'hui, Auto 1, c'est pratiquement 3 fois Aramis Auto en France, simplement en France. Et dans des conditions un peu rock'n'roll, quoi. Donc, ça, c'est une prise de conscience. Qu'est-ce que fait la profession? Je veux dire, moi, je suis distributeur, je suis concessionnaire. Je peux pas rester l'arme au pied, c'est pas possible. Mais je crois qu'on a un élément de réponse avec les évolutions des 2-3 dernières années. Les concessionnaires, aujourd'hui, quelle que soit leur taille, ont décidé d'investir dans les métiers de concessionnaires. Ils se reprennent entre eux et se concentrent. Alors, il y a le digital, le VO, etc. C'est des sujets, on peut y venir, mais on était dans le sujet fusion-acquisition. Avant ça, justement, il y a un risque au niveau du sujet fusion-acquisition, c'est qu'un mouvement de concentration, effectivement, ça crée de la valeur, ça crée des gros acteurs, mais ça en laisse aussi sur le carreau. C'est-à-dire que les petits, ils risquent de ne pas trouver acheteur et ils risquent de faire faillite. Donc là, il y a une réflexion à avoir aussi, peut-être pour... Un dernier mot, Maître Vidal, ça sera la conclusion. Je sais que vous vous interrogez sur l'avenir financier de ces fameuses cathédrales dédiées à l'automobile qu'on voit un petit peu partout aujourd'hui, aux portes des grandes villes notamment, les concessions à plusieurs millions d'euros. Vous êtes sceptique? Non, mais je crois qu'il y a un reflux. Je crois que le reflux a débuté. Le reflux a débuté, et particulièrement justement en région parisienne où ça atteint des coûts prohibitifs dans les comptes d'exploitation. Mais donc fusion-acquisition, oui, mais ça ne va pas s'accompagner de gigantisme physique. Ça devrait pas. Ça ne devrait pas, oui. Merci à vous tous d'avoir participé à ce rendez-vous Mobility TV. On aura l'occasion d'en reparler, notamment avec le CNPA, bien sûr.